Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Metro News. À la une de l'actualité, Tornade 1, le nom d'une opération lancée par la police nationale pour lutter contre les bandits qui tuent les policiers à longueur de journée. L'annonce a été faite par le commandant en chef de l'institution policière, Franz LB, qui promet de renforcer les commissariats en matériel pour contrer le grand banditisme dans le pays. Des individus armés ont attaqué en milieu de journée jeudi la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry à Vivi-Michel. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de ces actes. Et puis, invasion à la prison civile des Gonaïves jeudi soir. Bilan, 14 détenus tués, 11 évadés, selon le commissaire du gouvernement de ce ressort, Serra Gazius. Des individus armés ont attaqué en milieu de journée jeudi la résidence du Premier ministre Ariel Henry à Vivi-Michel. Les concernés se sont présentés comme des policiers indignés suite à l'assassinat d'au moins 6 de leurs collègues à Liancourt dans le département de l'Artibonite. Des sources de la primature et au sein de la police nationale ont confirmé que les protestataires sont effectivement des membres de la police nationale. Par ce mouvement, les protestataires veulent dénoncer l'exécution sommaire de leurs frères d'armes devenus monnaie courante en ces derniers temps. Cette situation a provoqué un vent de panique sur les lieux. À noter qu'un peu plus tard dans la journée, le Premier ministre Ariel Henry a été pris à partie au niveau du salon diplomatique de l'aéroport international pendant des heures avant évidemment de pouvoir quitter les lieux sous forte escorte. Le directeur général de la police nationale, Franz LB, annonce vendredi le lancement d'une opération baptisée Tornade 1. Cette opération a pour objectif de déloger les gangs armés tant à Port-au-Prince que dans les villes de province. Selon le responsable de la police nationale, les crimes commis par les bandits ne doivent pas rester impunis. Il en a profité pour lancer un appel au calme aux policiers protestataires. Récemment, il y a des incidents qui arrivaient dans le pays, et spécialement qui ciblaient policiers. 10 janvier 2023, nous avons 2 policiers qui tuaient à Cafoufeuille pendant qu'ils ont fait un checkpoint. 17 janvier, un policier porté disparu, un policier blessé dans le rue magasin de l'État au bas de la ville pendant qu'il a fait travail. 20 janvier, dans l'intervention policière à Métivier, dans une embuscade, 3 policiers tués, un policier porté disparu, un policier blessé par balle et qui a pris soin de l'hôpital. 25 janvier, dans l'Artibonite, dans l'intervention policière, spécialement Liancourt, côté que les policiers étaient venus pour protéger la population et sécuriser le commissariat Liancourt. Encore, dans une embuscade, 6 policiers tués et un blessé par balle. Toute famille haïtienne blessée, plongée dans une profonde tristesse. Grande famille policière là, blessée juste dans le nom. La police a pris un coup. Mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas camper dans la lutte que nous avons menée contre les bandits. Nous ne pouvons pas faire bac. Dans la situation difficile que nous avons traversée, la solution, c'est une tête ensemble, main en main, unité dans différents secteurs dans le pays. Tête ensemble, main en main, unité dans la grande famille policière qui a aidé nous à sortir dans sa nuit aujourd'hui. C'est ça que fait. Je vais m'adresser à policiers, frères, commandants, grands frères, nous fait appel à nous pour que
nous garder calme nous pour nous gagner sérénité dans le temps nous. Nous avons demandé aux policiers nous pour nous concentrer force nous, énergie nous et continuer orienter dans le combat que nous avons mené contre bandits. Je vais annoncer aux policiers rapidement. Nous prenons mesure pour que nous renforcions le commissariat à toute unité spécialisée, les moyens logistiques et armement. Et nous prenons l'autre mesure encore pour protéger les policiers nous, et encadrer le travail que nous mené chaque jour, la lutte que nous mené chaque jour pour combattre le grand banditisme. Jeudi à même, nous déclenchons une opération officiellement qui porte le nom Tornade 1 en réponse à tous les actes bandits faits sous la population, spécialement freine action policiers. Faut que bandits opèrent pour les actes qu'ils fait. Tout policier, maintenant, nous avons continué combat pour sécurité et tranquillité dans le pays. Un mariage police-population, un mariage police-presse. Nous avons fait un pile bon bagay avec un petit crasse moyen. Frères policiers, frères acteurs policiers. Revendication juste, légitime. Revendication qui dit meilleures conditions de travail, matériel et équipement pour nous démanteler les gangs, pour permettre à la population de râler souffle. Ça, c'est légitime. Mais il n'y a pas qu'à faire dans des autres. Il faut que nous éviter toute forme de dérapage, manipulation, qui a mis des institutions que nous remettons en pile, là, que nous sacrifions pour l'IA, et pays que nous remettons en pile là en danger. La police, c'est une institution républicaine qui représentait la loi, l'ordre et la discipline. Donc, il faut que nous évitions des dérapages. Pendant que nous demandons, nous avons une force. Nous mettons tête nous ensemble pour nous donner une réponse institutionnelle. C'est ça que aujourd'hui, nous démanteler, nous commencer l'opération qui est la Tornade 2. Nous avons demandé aux policiers nous faire un seul commandement, en nous unir force, en nous mettre tête ensemble pour que nous gommions contre tout bandit, pour nous cabaye pays en souffle. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince promet de sévir contre les auteurs présumés des actes de vandalisme perpétrés dans les résidences officielles et privées du Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Maître Jacques Lafontaine dit avoir instruit les juges de paix de la section Est de Port-au-Prince et de Delma à cet effet. Le chef du parquet a adressé 2 correspondances dans lesquelles il a demandé respectivement aux juges de paix de la section Est de Port-au-Prince et de Delma de se transporter dans les résidences officielles et privées du Premier ministre à Musso et à Vivi-Michel aux fins de constater les dégâts causés par les protestataires se réclamant de la police nationale. Et puis, le bilan des graves incidents enregistrés jeudi après-midi à la prison civile des Gonaïves dans le département de l'Artibonite se monte à 14 morts et 11 évadés, selon le commissaire du gouvernement de la juridiction Cyril Gazius lors d'une conférence de presse vendredi. Un groupe d'individus a pénétré jeudi après-midi la prison civile des Gonaïves et a abattu des détenus alors que d'autres sont parvenus à prendre la fuite. Les sources locales divergent sur la question. Certaines parlent d'individus ayant attaqué la prison pour libérer leurs proches. D'autres soutiennent que des policiers en civil ont abattu des détenus considérés comme des bandits dangereux. Les autorités locales ont repris le contrôle de la situation en début de soirée. Notons qu'un peu plus tôt, des policiers en civil ont procédé à la libération d'un de leurs collègues, Olnik Joseph, suspecté d'être le chef du gang Kokorat sans race de la zone.
Le collège canado-haïtien et le lycée Jean-Jacques Dessalines dénoncent les attaques perpétrées jeudi contre les locaux de ces deux établissements scolaires par des lycéens. Suite au mouvement violent, ces deux institutions scolaires ont dû garder leurs portes fermées ce vendredi. Et puis, Métropole a donc effectué une visite dans ces deux écoles pour constater les dégâts. Reportage Sheila Le Joseph. Grande barrière principale, en fait, un lycée. Qui tombait, comment il tombait, et bien dans roche, et puis, ils ont sorti, ils ont volé, en fait, sous lit, et dans volé sous lit, barrière renversée à tout le même matin. Tout a commencé vers les 10h30 du matin, quand des élèves du lycée Jean-Jacques Dessalines qui subissaient des examens ont entendu un bruit violent. L'institution était littéralement assiégée et lapidée, explique son directeur Jean-Gérard Fleuriot. Nous avons subi assaut pendant près d'1h30. Moi, tout le monde était pour moi, mais les tentatives s'étaient révélées en fait vaines. Dans l'intervalle, je n'ai pas examen encore. Examen perturbé, élève par-ci, élève par-là, avec feuilles en main, texte en main, et je viens de gagner sous les bras une multitude de demoiselles qui tombaient en syncope, demoiselles qui cardiaques, demoiselles qui souffraient d'oppression, pour m'abgérer. Moi, je vois toutes couleurs, clair excepté. C'est d'anciens élèves du lycée qui, c'est des policiers, qui habitaient dans la zone, qui interviennent pour être capables de repousser foule-là. Et malgré ça, ils n'ont pas de flé. Ils ont continué, barrière renversée. C'est parce que si moi j'ai quitté barrière là, le lycée serait livré en fait à lui-même, parce qu'il faut qu'on sécurise l'espace là, et du pôle et des non gérés élèves qui tapent tombés en syncope. Il y aurait les cannes qui viennent prendre pour nous. Suite aux attaques perpétrées la veille, le lycée Jean-Jacques Dessalines a donc fermé ses portes ce vendredi. Tel est aussi le cas pour le collège canado-haïtien, dont des vitres et des fenêtres ont été cassées par une foule immense d'élèves en uniforme qui lançaient des pierres et des bouteilles sur ses locaux. Dans une note rendue publique, la direction de l'établissement scolaire annonce la suspension provisoire de ses activités éducatives en présentiel en raison de cette nouvelle attaque qu'elle qualifie de regrettable. Les responsables ont déjà tout mis en œuvre afin de réparer les dégâts que des lycéens issus d'autres établissements scolaires ont causés, soi-disant pour protester contre l'insécurité, notamment le kidnapping qui fait rage dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des actes de vandalisme que condamne le responsable du lycée portant le nom de l'empereur. De quoi est-ce que l'école est-elle coupable pour avoir à subir de telles agressions, se demande-t-il avec perplexité. Sans langue de bois, le professeur Fleuriot estime que les lycéens protestataires ont été tout bonnement manipulés. Là que ils ont parlé de kidnapping de 6 élèves et d'un professeur, c'est purement intoxication et manipulation parce qu'il n'en est rien de tout cela. La directrice du dit établissement, li pas la même, li dit mais qui rumeur cap courir, pas gagné question de kidnapper élève avec professeur du tout. Oui, il y a eu un acte de kidnapping, c'est la femme du gardien du lycée Fritz Pierre-Duy. Même un journaliste qui demandait élèves, qui n'ont élèves kidnappés, qui n'ont professeurs, ils n'ont pas de foutu bail en rien. Donc, c'était encore une fois le laboratoire d'intoxication qui a frappé parce que on l'école qui à peine ouvrit et puis pour que nous venions retrouver nous dans ce malon spectaculum, dans ce mauvais spectacle. Voilà pourquoi je parle de manipulation et d'intoxication car il y a un laboratoire d'intoxication qui fonctionne toujours à plein rendement. Suite aux attaques perpétrées la veille, le lycée Jean-Jacques Dessalines a donc fermé ses portes ce vendredi. Tel est aussi le cas pour le collège canado-haïtien, dont des vitres et des fenêtres ont été cassées par une foule immense d'élèves en uniforme qui lançaient des pierres et des bouteilles sur ses locaux. Dans une note rendue publique, la direction de l'établissement scolaire annonce la suspension provisoire de ses activités éducatives en présentiel en raison de cette nouvelle attaque qu'elle qualifie de regrettable. Et puis, dossier migratoire. Le tribunal du Texas fixera sa position le 25 avril prochain concernant la plainte déposée par les 20 États qui ne sont pas favorables au programme Humanitarian Parole. Entre-temps, selon les informations officielles, le programme n'est pas stoppé et les personnes qui le souhaitent peuvent continuer d'appliquer en attendant que le juge Joe Tipton, en charge du dossier, prenne des décisions. Rappelons que ce programme a pour objectif de permettre à 30 000 ressortissants du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba et d'Haïti d'entrer aux États-Unis pour au moins 24 mois, moyennant un sponsor. Et puis le coach de vie Schiller Mesidor, qui réside aux États-Unis, explique que
Les autorités américaines savent que les Haïtiens résidant dans leur pays ne sont pas dans une position pour faire rentrer leurs compatriotes en grand nombre, faute de moyens. Ils regrettent le manque d'organisation de la communauté haïtienne sur place qui entraîne sa faiblesse financière également. Si vous êtes capable de faire une bonne lecture de politique aux États-Unis, vous connaissez que c'est business qu'a fait avant tout. Les États-Unis sont pays où on fait business. C'est de politique. I'm sorry? C'est Pardon? politique. Non, c'est l'argent avant tout. L'argent et puis politique. Joe Biden, il fait un choix. C'est pour, il fait choix ça. En politique, même soit besoin avant. Besoin que moun yo croit dans vous. Que yo acheté vous. Une fois que yo croit dans vous, prochaine étape là, c'est pour implémenter. Ou après que monsieur, le pas besoin de briguer pour un deuxième mandat, yo commence fort, ouais, dans un bagage neuf et puis pour y implémenter. Parce que après le premier mandat, alors dans le premier mandat, c'est pour implémenter ça pour mettre avant. Dans le deuxième mandat, ça ouvre les gains, ou même pour que on bagage pour quoi, pour y aller, il pas laisser implémenter. Qui ça Biden fait? Son choix ingénieux, son choix intelligent, et l'équipe monsieur a fait un bon coup. Qui est-ce choisi? Choisi 4 pays pauvres. Choisi Haïti, choisi Cuba, choisi Venezuela, il choisit Nicaragua. Bon, en réalité, sur Haïti, Venezuela, Cuba. Si Biden dit que là prend 30 000 personnes pour nous trois, ou pour nous quatre là, nous trois ça, nous dominons côte Floride là. C'est la carne. Donc ça veut dire que Biden pour nous y a là, Biden, c'est M. Pierre Haïtien, parce que tout Haïtien. C'est ça qui va le passer. Quoi, il y a une réaction. Biden connaît que ça va passer. Quel que soit le monde qui vient camper en face Biden, ou tout côté immigrant. Donc, quel que soit state où il y a, ou tout hypothéquer state là, dans le cas ça. Mais moi, la Floride, Biden, la Floride parmi les 20 États. Donc, ça veut dire que le gouverneur a commencé à mettre en question la possibilité pour réélection, non? Yes, of course. Of course, parce que ils ont mordu à l'absence. Now, car choix Biden, il y a 3 aspects. Premièrement, l'illégal, parce que c'est le président qui dit, c'est le président qui fait une parole, il a droit à ça. Deuxièmement, il y a 2 éléments qu'il mettait sous table pour négocier. Principe de négociation. Le besoin de 70% au moins de 170. Biden, il connaît que normalement, mon asile, mon TPS, pas supposé d'entrer moun. OK, il mettait sous table. Il mettait sous table pour qui ça? C'est pour capable négocier. Temps d'exécution. Il n'est pas possible pour après tout le monde ça pour faire rentrer si vite comme ça. Il mettait ça sous table pour être capable négocier. Ça veut dire que la bail, il gagne pour le bail, mais pour parole là, ou après que ça arrive que si négociation fait bien, parole là modifiée. Mais il n'est pas perdu net. Maintenant, même s'il perd du parole, même si tu as plus de tête qui viennent fouiller pied, guess what? C'est dans l'intention. It's a mind game. Tout le monde qui gagne, toute communauté immigrante, yo connaît que Biden est là pour eux. Quel que soit le monde qui vient camper en face programme, c'est là où tous les billes et tout on vote. Et pour Biden. Parce que nous voulons pour payer pour toute famille nous rentrer ici. Nous voulons et ça va être fait à tout. Limiter famille dans la donne tout parce que normalement c'est famille pour nous même haïtiens c'est famille qui rentre qui rentre famille plus à nous même qualifier pour H1B1. So le où dit que famille doit prouver que les capable mais ça c'est toujours c'est ça doit maintenant juste accélérer le processus là. Ça a un avantage américain tout parce que on prend des monde qui gagne monde qui pour recevoir côté pour dormir côté pour manger. Donc, ça veut dire que Biden, côté monsieur, en accord avec sous 2 points, sous 2 autres points, il met là pour négocier avec eux. Après, TPS asile, ça va pas négocier. Plus temps d'exécution, ça va être capable de négocier. Mais famille, là, pour me faire une famille me rentrer en toute urgence, parce que Haïti pas bon, parce que Cuba pas bon, parce que Venezuela pas bon, il n'y a pas qu'à faire ça, parce que ça, c'est loi immigration. Ça, son rêve famille, ça, c'est une vraie famille rentrée. Il était barré un petit pièce pour 18 mois. OK? Je dis à 13 ans après, petit pièce toujours là.
TPS prend frappe dans l'autre là, laisse Donald Trump, il réduit là 9 mois, jusqu'à ce qu'elle n'a pas le coupé net. C'est ça fait que le monde qui était TPS, première promotion TPS 2012-2013, yo extension jusqu'à 2025, il n'y a pas besoin de renouveler rien. Donc, même genre, nous déjà connaissons, aux États-Unis, l'immigration sont des outils politiques que liés. Donc, TPS là, il a renouvelé sur base qu'on a voté pour eux. TPS là, dans notre champ, pas renouvelé parce que il connaît que voter ou pas, il déjà bon. So, li utiliser l'élevé dans Bhopal, li utiliser l'élevé contre l'autre monde. Mais immigration sont des outils politiques que liés. C'est ça qui fait que l'or boy ici, dégage. Et ipso facto, pour rentrer dans la normalité, dans la légalité. Pour ce pas mon cas pour faveur, pour ce pas un asile, pour ce pas un TPS. Parce que y a vivre autant qu'utopie. Destin va dépendre de mon TPS, mon TPS sur pas dans bulletin. Ça veut dire que il pas connaître. Alors, j'ai immigration fonctionner pour chaque catégorie, il dit que et pas en priorité, mais qui côté nous mais qui les monde ça a été filmé, qui dossier que n'a traité. Il pas comme ça pour TPS. Ça veut dire TPS, c'est une parole, c'est une faveur. Donc, il y a camper n'importe qui. Donc, au monde qui est dans cette situation, ça, c'est toujours chercher régulariser légalement, bien entendu. Nous avons 9 ans, toujours, moi, fouiller ça dans la tête. Chance, c'est opportunité qui est rencontrée avec préparation. Il faut dire que la communauté haïtienne, nous prenons une surprise. Nous ne pas penser que nous avons juste nous comme ça. Nous pas yo badon c'est parce que yo connaît que nous pas capable profiter de lui. Yo gen chiffre yo connaît combien comme nous a fait et yo connaît train de vie nous. En moyenne, yon haïtien fait en bas $40,000 en moyenne. Yon couple haïtien fait en bas $100,000. Et nous c'est bon monde. Donc nous gen monde pour bailler au Haïti. Nous gen l'église nous pour nous bailler. Nous propre. Nous propres, ça veut dire haïtien nous sentis bon, nous mettons tirade propre sur nous. Manger nous. Et pas pour rien qui fait que le restaurant haïtien est plus cher parce que nous manger nous prend plus de bagages. Nous dépensons de tous côtés. So, et j'aime dire avant 2 ans de cela, il m'a toujours dit chaque fois que je parle d'immigration, chaque fois que je parle de communauté haïtienne n'a pas gagné l'argent en dedans comparativement à d'autres communautés. Je prends un exemple. Dans la communauté haïtienne, malheureusement, l'argent qui rentre dans le menu, il fait 6 heures de temps. 6 heures de temps. Et il fait 2 bons. Il n'a pas fait 3. Moi, à barbershop, Marlo prend l'argent de Balil, Marlo barbershop, prend l'argent dans le restaurant, quand madame Intel, l'argent sorti. Dans d'autres communautés, la communauté juive, il n'est pas sorti. La communauté chinoise, il n'est pas sorti. La communauté Irish, italien, il fait 17 bons. La communauté hispanique, il fait 13 bons. C'est ça qui prouve que ou gagne l'argent ou pas gagne l'argent. Qui l'autre côté, l'argent est encore. Donc, de travail, de quoi rentrer. États-Unis, nous, c'est 2e meilleur, plus bon main-d'œuvre qui gagne. Haïtien vient travailler à temps, Haïtien vient travailler propre, Haïtien toujours fait plus que ça au Mandel. Malheureusement, nous, majorité haïtienne qui travaille, nous pas fait gros l'argent. Maintenant, pour qui ça que nous pas fait gros l'argent? Nous pas fait gros l'argent, c'est parce que en pile dans nous entrons dans fin vingtaine nous, commencement trentaine nous. Nous entrons là, malheureusement pour nous ajuster nous. Soit que nous retournons à l'école pour réapprendre ça nous apprendre, soit que nous apprenons l'autre bagaille pour nous capables d'avancer. Tant ça, il y a un coût, il y a un frais là-dedans. Nous ne sommes pas jeunes 2 fois. Donc, si nous prenons en compte tout facteur ça, nous ne pouvons pas toucher pour un pile cob, l'argent non mais nous, pas faire un pile temps non mais nous, l'argent pas faire un pile temps dans la communauté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas prouver que, nous ne sommes pas toujours capables de prouver que nous vivons au-dessus de 150% de seuil de pauvreté. Jean yo évalué, c'est pas qui va l'argent passer dans main, c'est combien l'argent on kembe. C'est combien l'argent kembe parce que moun k'ap venir là, yo pas vivre de l'argent passer dans monde. Yo pas vivre de l'argent kembe. So that's why you mando bank statement. Yo dit OK, combien kobo gagne parce que moun qui va venir, il va dépendre de kobo gagne kounya. Yo pas mando crédit.
Il n'y a pas de crédit pour qui ça? Parce que on ne peut pas prendre une nouvelle ligne de crédit. Crédit, tu pas bon déjà. Ouais, ça veut dire que malheureusement, situation nous, aux États-Unis, pas permettre que nous profitions de ça à 100%. Et yo, on ça, c'est chiffre qui parlé. Immigration, bon, il y a un exemple avant pour montrer que le royaume blanc, bon, bagaille, c'est ça que vous pouvez avant tout. Nous toujours à bataille en tant que ingénieur informaticien, ça fait que moi, je dans l'autre shop, et comme je fais ici, c'est grâce à dans l'autre shop, parce que je suis boucher indien, il permet que moi, en tant qu'ingénieur, je travaille plus bien. Indien, il y a un H1B1 visa. Là, en janvier, il va me prendre 3 semaines. Des milliers, 300 000, 200 000 Indiens viennent qualifier pour venir travailler aux États-Unis pour venir travailler sur son métier. Ils sont dans l'université en aide, ils reconnaissent la transition faite automatiquement. OK. Ou même Indiens, ça, que vous avez avantage ça sur nous, même Indiens, ça, pour nous, même Haïtiens, nous pas gagnons 4 15 ans. 4 plus ça, c'est frère qui a rentré seul et yon parent qui a rentré yon petit qui est marié qui a plus que 21 ans. Ça n'a pas 15 ans. Pour Indien, 4 plus long pour nous. On t'a dit moins que 15 ans, bon, on dit 15 ans, pour nous exagérer. Pour Indien, il 102 ans. 102 ans. Ça qui prend 12, 13, 14 ans, là, pour Indien, 102 ans. Et même Indien, là, prend 102 ans, c'est même Indien, ils favorisent rentrer avec un visa H1B1 visa. Pour qui ça? Et parce que c'est pas un via fort, et pas un via fort. Ils ont besoin cerveau la caillou, ils ont préparé cerveau, ils ont des computers la caillou, ils ont des programmes gratuits la caillou, pour y a un moment arrivé, ils disent ou même venir travailler. Et l'Indien vient travailler là tout. L'Indien c'est un esclave. Il va travailler de job, il va travailler overtime et puis il va travailler pour une seule compagnie qui balle visa seulement. Et c'est le 15 à 16 ans jusqu'à ce que la résidence là. Mais Américain, nous pensons que, Américain, nous avons un avantage. Il n'y a pas de chambre, il y a un bagage qui va bon pour les policiers seulement. Ça va être fait là, je remercie ça parce que nous avons profité de dire quand même, mais c'est plus un outil politique, Biden fait un gros move. Maintenant, nous connaissons une question qui c'est comment pour apprendre de ça. Le coordonnateur de l'organisation sociopolitique FONOR, Rosemont Jean, dénonce une manœuvre politique visant à justifier une intervention étrangère dans le pays, déplorant l'assassinat de près d'une quinzaine de policiers pour seulement le mois de janvier 2023. Le militant politique estime que l'institution policière n'est pas équipée pour mener de telles opérations. Rosemont Jean appelle à une intervention des forces armées d'Haïti pour résoudre le problème de l'insécurité en Haïti. Chaque fait nous dit il a sacrifié les policiers parce que nous comprenons que ce qu'a fait là, c'est une manœuvre politique. Son stratégie politique, parce qu'ils ont fait ça déjà. Ils ont fait montage là déjà. Ils ont fait film là déjà. Ils ont joué déjà. Son reprise, il a fait des films là. En 1992, 1992-94, les pour messieurs ont justifié intervention, puis ils ont encouragé l'intervention américaine sur le territoire. C'est même bagaille qui a été fait. Ils ont pris une série de gens, ils ont infiltré dans l'armée, ils ont fait les gens passer pour militaires, et puis, les gens impliqués dans le cas de Jacques, ils sont impliqués dans le vol, ils sont impliqués dans une série de bagailles, ils sont impliqués dans l'assassinat, et puis ils ont fait montage, ils ont fait vidéo, et puis ils ont envoyé à l'international là pour montrer que ça l'armée a fait en Haïti. Jusqu'à ce qu'il y ait abouti à démobilisation, à destruction de l'armée d'Haïti. Je dis, c'est même manœuvre là qu'a fait. C'est même nègre qui fait partie de l'institution policière, qui n'est état-major de la police, qui a créé diversion, qui a fait manœuvre pour justifier l'incapacité policière pour répondre à la sécurité, pour le pays à la sécurité. Ça que nous voulons le pays à connaître. Mission y a la police là, n'est pas mission la police. La police là pour rechercher délits, crimes, contraventions. La police pas pour formation pour la gourmet avec gang à Galil M4 AK47. La police pas pour formation pour faire ça relais bataille guérilla urbain. C'est pas formation la police. Ça veut dire
Dans la situation de la police, là, c'est une situation qui est capable de créer institution, puis montrer la police pas capable. Et ça, c'est des crimes qui méritent sanction, qui méritent poursuite. Nous-mêmes, comme moun kap goumé, nous condamnons l'assassinat ça. Yon l'autre bon. Comment nous comprenons? Fantôme prend naissance, c'est même Nenel Kassi, tout le monde connaît, qui rôle important Nenel Kassi te joué dans Fantôme. Je dis, c'est même Fantôme Nenel Kassi, à travers stratégie à jouer, qui mettait Fantôme dans la rue. Soit disant, si on a vu une bataille, effectivement, pour revendication policière, on ne peut pas comprendre ça. Mais ce n'est pas le cas. Ça, là, c'est stratégie Ariel Henry. Il a joué, ça veut dire une sorte d'amalgame. Amalgame, non? Ou après, dans toute intervention, M. Damio fait devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Que c'est l'État haïtien, que c'est Mme Lalim, il n'y a pas jamais fait mention que le pays a une institution qui est l'armée là-dedans. Puis on a dit, il y a venu renforcer l'institution ça. Si l'institution ça a dépassé par les événements, à partir de là, nous devons comprendre notre commandé une aide militaire. Ou dit, on a fait demande de l'armée, alors que vous refusez d'engager ça que nous gagnons, l'institution que nous gagnons là. Moi, je veux pays à connaître, dans l'armée d'Haïti qui est là. Ou besoin 3 à 4 bataillons pour mettre l'ordre dans le pays là, pour rétablir l'autorité de l'État. L'actualité sociopolitique est dominée par cette dernière manifestation, mobilisation presque générale, organisée par les policiers ou par la police nationale de manière générale. Les policiers protestataires ont fait des exigences à la direction générale de la police nationale, au gouvernement de manière générale, au CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale. Les policiers ont demandé ou exigé 2 hélicoptères, des armes de haut calibre et des munitions capables de les aider à affronter les bandits, notamment pour que les policiers ne tombent plus sous les balles assassines. Et en réaction, le directeur général de la police nationale, Franz Elbe, a donné une conférence de presse vendredi pour apporter des explications, rappelant que les revendications des policiers sont justes et légitimes. Il a annoncé une opération dénommée Opération Tornade 1. Et pour parler de tout ça, l'invité du journal, c'est l'expert en sécurité, en tout cas l'ancien militaire, mais aussi et surtout les citoyens engagés, membres de l'Association des militaires d'Haïti, Ashley Larac, qui est avec nous aujourd'hui. Ashley Larac, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir Jean-Jules, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Métropole. Mais je tiens à dire que je ne suis pas spécialiste en sécurité. Bon, vous intervenez souvent, c'est peut-être ce qui nous fait dire ceci en ce sens. En tout cas, nous vous accordons cette spécialité en ce sens. Mais nous voulions voir avec vous, et surtout Ashley Larac, votre compréhension sur cette série de mobilisations déclenchées par des policiers qui étaient un petit peu violents à travers les rues de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dressant des barricades un peu partout s'il le faut, mais faisant également des exigences à la direction générale de la police nationale, mais encore au gouvernement, au Conseil supérieur de la police nationale, demandant 2 hélicoptères de combat, des armes de haut calibre, des munitions pour affronter les bandits. Demande de la police qui proteste contre l'insécurité. Votre compréhension, voilà. Bon, et moi, je ne comprends pas cette réaction. Les policiers ne peuvent pas avoir affaire à des bandits qui ont tué les leurs, et puis c'est à la population qu'ils s'en prennent. Finalement, si vous avez un problème à bandits, tuer policiers pareil, ou tu as une réaction de colère, c'est des bandits ou tu as couru. C'est pas la population, tu as empêché à l'école, à le travail, bloquer la rue, faire mon bagage bouger, écraser l'aéroport, faire tout le bagage. Je n'ai aucun problème à concevoir leur colère par rapport à une décision de ce genre-là, ni même éventuellement, même si je ne suis pas d'accord à contester le commandement, mais ce qui, au fait, est une mutinerie. Mais tout ceci découle
d'une seule chose. Les policiers sont très mal formés et aucun d'entre eux n'a le respect de l'autorité hiérarchique. Nous avons vu ça durant des années et il est évident que ce non-respect de la hiérarchie pourrait amener aujourd'hui, et enfin pour la deuxième fois d'ailleurs dans l'histoire de la police, à cette espèce de mutinerie. Quant à leur demande d'hélicoptères ou de choses, je ne connais aucun corps de la police à être spécialisé et pour pouvoir conduire un hélicoptère. Il n'y a pas de corps de pilote, il n'y a pas de corps d'aviation de police en Haïti encore. Mais quand ils demandent des hélicoptères, avec quel pilote ils vont les demander? Est-ce qu'ils ont reçu un entraînement en hélicoptère déjà? Puisque monter dans un hélicoptère, c'est une chose. Mais savoir travailler en hélicoptère pour pouvoir être efficient, c'est autre chose, oui. Encore hélicoptère de combat. Évidemment, mais il faut savoir le faire, il faut avoir un entraînement spécifique pour le faire. Et puis, ils ne parlent pas d'hélicoptères de combat, ils ne sont pas des militaires. Ce sont des hélicoptères de police et c'est pour toute autre chose. C'est pour une surveillance de la zone. L'hélicoptère a été remplacé depuis quelques années par la police, par les drones. Puisque ce que l'hélicoptère de police faisait en général, qui était surveiller et repérer des choses à très haute distance, les drones le font. Ils ont des drones maintenant dans la police. Donc ce sont des gens qui font des demandes et qui ne savent même pas ce qu'ils demandent. Donc moi je crois que cette indiscipline de la police, puisque nous n'avons pas vu des policiers en uniforme saccager quoi que ce soit. Nous avons vu un ou deux policiers en uniforme avec des bandits à côté d'eux. Des bandits en armes à côté d'eux. Donc, c'est inadmissible. Et je ne comprends pas en ce sens le discours du chef de la police qui dit aux policiers qu'il comprend leurs revendications. Il dit que leur revendication est juste et légitime. En ce sens-là, il promet de répondre aux obligations, aux exigences. Il promet de l'encadrement aussi lors de cette conférence de presse qu'il a donnée à la direction générale donc de la police nationale. Là, nous parlons du directeur général, Frantz Elbé. Je ne comprends pas que leur recommandation puisse être juste et légitime, puisqu'il ne s'agit pas de recommandation. À moins qu'ils ne parlent que du fait qu'on n'aurait pas dû laisser les cadavres de ces messieurs-là, ou bien il aurait dû avoir une représaille immédiatement, ou c'est vrai dans ce sens-là que le DG aurait dû parler immédiatement. La prise en charge de l'événement n'a pas été faite de manière célère, ce qui a laissé un espace au doute et au découragement. Dans un cas comme ça, la prise en charge aurait dû être faite de manière très célère. C'est-à-dire qu'automatiquement, qu'on a annoncé la mort des policiers, le DG aurait dû prendre la parole immédiatement et remonter le moral de ces troupes et lancer l'assaut sans attendre une seconde vers cette là. Je ne comprends pas l'utilisation des blindés non plus. Je vois que des blindés servent de point fixe dans la plupart des rues de Port-au-Prince. En général, des blindés, comme on les a reçus, ce qu'on voit dans tous les films. D'ailleurs, je ne suis pas, et je ne prends pas, et je ne mesure pas un spécialiste pour dire ce qu'on doit faire. En général, des blindés, il y a 2 hommes de troupes dans les blindés et le reste suit à pied derrière les blindés. Les blindés, c'est pour faire une percée et permettre à des gens à pied, à des soldats à pied, de pénétrer les endroits. Mais je vois que les blindés servent d'abri à des soldats et conditionner full blast et puis ils restent dans des points fixes. Donc on se demande, est-ce que le travail est sérieux? Maintenant, Ashley Lara, vous êtes en train de nous dire quelque part que la conférence de presse donnée par le directeur général de la police nationale, Frantz Elbé, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, en ce sens que, compte tenu de ce manque de compréhension, s'il le faut, de la responsabilité à assumer, et d'une part, vous parlez des policiers qui ne devraient pas demander d'hélicoptère parce qu'ils n'ont pas de formation irrelative, s'il le faut, d'abord, mais ensuite, cette opération Tornade lancée par le directeur général Frantz Elbé pour contrer les bandits, on dirait que tout ceci ne vous dit rien. Moi, je n'ai pas entendu parler un chef. J'ai entendu parler quelqu'un qui est aussi secoué par les policiers. Ah bon? Je n'ai pas vu un directeur de la police parler avec autorité. J'ai vu quelqu'un qui se plaignait comme les autres policiers. C'est ce que j'ai vu, moi. Mais il a annoncé les mesures. Il a annoncé une opération. Il n'a lancé aucune mesure. Encadrement, équipement pour les policiers, etc. Écoutez,
il faut avouer quelque chose. Et il faut qu'on admette quelque chose. Dans une situation comme celle-ci, ce que les gens auraient aimé entendre, c'est que tous les policiers qui ne sont pas intéressés à continuer à travailler dans la police, parce qu'il y a beaucoup de plaintes, qu'ils s'en aillent aujourd'hui. Que ceux qui sont intéressés à travailler restent et fassent leur travail correctement. Nous avons besoin d'un chef de police qui regroupe les gens autour de lui et qui élimine les incapables. Nous savons que la police est pourrie. Nous ne savons pas à quel niveau elle est, mais nous la savons très pourrie. Ça existe dans toutes les polices de la Terre, mais on fait des vétines régulièrement et une élimination des policiers qui sont de connivence avec les bandits. Quand des policiers vont quelque part et qu'ils tombent dans une embuscade, il est évident qu'ils ont été avertis par un policier à l'intérieur de la police. Nous n'avons pas encore vu arrêter ces policiers. Ou est-ce qu'une enquête a été menée pour savoir quels étaient les policiers causés qui dénonçaient leurs frères? Quand la police voudra faire vraiment une révolution dans son sein, quand la police voudra vraiment mettre les pendules à l'heure, on verra des policiers travailler correctement. Pas se mettre en colère contre la population. Le policier n'a pas le droit de m'empêcher d'aller au travail. Il doit se battre contre les bandits. S'il n'arrive pas à se battre contre les bandits, qu'il enlève l'uniforme, qu'il démissionne. Achille Lara, c'est vrai que vous avez dit que vous n'êtes pas un expert en sécurité, mais on fait confiance à votre expertise quand même, mais à votre expérience surtout, allais-je dire, comme ancien militaire, mais comme quelqu'un qui suit de très près l'actualité sociopolitique, mais aussi et surtout socio-sécuritaire. Entendre le directeur général parler des opérations, s'il le faut, menées dans l'Artibonite pour récupérer les corps des policiers tombés récemment ou tués par des bandits à Savien, à l'entendre faire des annonces reprochant, s'il le faut, le retard dans la livraison des matériels commandés par le gouvernement, à l'entendre parler de l'encadrement, mais aussi des équipements à fournir aux policiers. Si vous voulez aussi de l'accompagnement à donner au commissariat, aux commissaires, en ce sens. Tout ceci ne vous dit rien, avez-vous expliqué. Mais encore votre expérience, selon vous, on y fait appel. Qu'est-ce qui devrait se faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il devrait dire pour parler, selon vous, en chef? Voilà, vous savez, l'expérience militaire que j'ai eue ne m'a pas permis de vivre ce genre de comportement. Il est vrai que la police a une structure différente. Ce que le DG devrait dire honnêtement à la population, puisqu'elle a la formation pour ça, c'est que ça n'aurait pas dû être des policiers à Savien aller chercher les bandits. Ça aurait dû être l'armée. La question que le DG aurait dû poser, c'est où sont les militaires qui ont été formés au Mexique? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils avaient été fait? Quelle formation avait-il été prendre? Où sont-ils? Pourquoi est-ce que des militaires ne sont pas là? Nous savons tous que la règle d'engagement de ce genre de choses, c'est l'armée qui l'a fait. Dans tous les pays où il existe ce genre de problème, là au Mexique, c'est l'armée qui intervient quand il s'agit de gangs et de bandits. Pourquoi est-ce que c'est à la police qui n'a pas reçu la formation pour ça qu'on confie ce travail-là? Donc, il y a quelque chose qui est très louche et qui est mal, je ne sais pas, mal articulé chez nous. Nous faisons un grand pont, nous annonçons l'arrivée de plus de 200 militaires qui ont été formés au Mexique, un pays où l'entraînement est très sérieux contre les gangs armés, les cartels de drogue, etc. Ces militaires rentrent et pendant toute cette période, depuis leur rentrée, on les a vu rien faire. Mais l'armée n'est pas là pour faire une parade et d'ailleurs, ils ne la font même pas bien. Pourquoi est-ce que DG ne demande pas où se trouve l'armée qui devrait faire ce travail-là? C'est à l'armée de faire ça. C'est la grande question. Nous écoutons, nous envoyons des policiers à la bouche tout le temps. Ils n'ont pas reçu de formation pour ça. Il s'agit d'un engagement militaire. Là. Donc, en ce sens, et sur ce point, le colonel Rébu a raison. Il ne s'agit pas d'un engagement
policier. Il s'agit d'un engagement militaire. À vous entendre parler, il faut des stratèges militaires, il faut des militaires pour faire ça. Ashley Larac, à vous entendre parler, on est qu'au sommet de l'iceberg en ce sens-là. C'est-à-dire, plus les policiers interviennent, plus il y aura du dégât dans les rangs de la police nationale. Et le directeur de la police nationale s'en est plaint aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Mais évidemment, vous avez des policiers qui sont complètement désarçonnés par ce qui se passe. Vous avez des policiers qui sont découragés. Vous avez un pays, tous les secteurs sont en faillite. Tous les secteurs. Toute l'administration publique est défendue. Maintenant, vous avez des policiers qui sont les seuls à pouvoir faire face à ce genre de choses et ils sont laissés seuls. Mais ce sont des jeunes, comme tous les jeunes qui sont dans la rue. Le policier lui-même aspire à un avenir, pas aspire à aller. Il n'est pas dans la guerre. Nous ne sommes pas en Ukraine. Donc, s'il y a quelque chose à faire maintenant, il faudrait que le policier se sente appuyé en quelque part. Donc, il faudrait que l'armée vienne à la rescousse. Le DG n'explique pas qu'il lui faut un support. Est-ce que ce sont des gens qui peuvent nous amener à accepter que l'étranger foule le sol national et fasse ce qu'il veut? Je ne comprends pas. Vous avez l'impression qu'on y travaille? D'après moi, tout ce qui est fait là est fait pour. Tout ce qui est fait là est fait pour. On remet des blindés à un corps qui peut utiliser les blindés, mais qui ne les utilise pas de manière militaire pour faire des pénétrations dans la zone de Savien. C'est un travail exclusivement militaire. On ne leur confie pas. Les militaires vont en stage, sont formés, reviennent, sont accueillis par le Premier ministre et tout l'état-major et ils ne servent à rien. Ils sont dans leur caserne. L'autre enjeu ou l'autre message, j'allais même dire l'autre douleur au sein du corps des policiers, c'est que les policiers tombés ou tués par des bandits, leurs corps n'ont jamais été récupérés. On pourrait dire 8 à 9 fois sur 10, les bandits font ce qu'ils veulent des corps de ces policiers tués, humiliés, mais aussi vandalisés, déchiquetés. C'est un autre message pour la police nationale qui encore s'en plaint et Ashley Larac. Oui, mais il faut que la justice fasse son travail, c'est ça. Les bandits qui ont été arrêtés, qui ont été complices de ce genre de meurtre et d'assassinat par le passé, non, on n'a rien fait de ces bandits-là. Il n'y a jamais eu de procès ni d'exemple. Ça veut dire que s'il y avait des procès publics où des prisonniers comme ça, des bandits comme ça avaient été jugés et que certaines peines étaient rendues publiques, peut-être que ça aurait donné un exemple à la jeunesse, mais la justice ne fonctionne pas. Donc maintenant, vous avez des policiers qui savent que n'importe quand, ils peuvent être victimes aussi. Les cadavres ne sont pas... Enfin, on ne doit pas chercher les cadavres, alors que les bandits eux-mêmes, quand l'un des leurs tombe, ils se débrouillent pour ramasser le cadavre et le cadavre à eux pour ne pas les laisser aux policiers. Donc, il faut savoir, est-ce qu'ils ont un stratège beaucoup plus intelligent que le nôtre, que celui des forces de l'ordre? Donc, il faut se demander ça. Maintenant, je ne sais pas techniquement quelle décision qui doit être prise au sein de la police, mais je sais qu'il y a lieu de remonter le moral des policiers. Il y a lieu de reformer ce corps de police, comme toutes les autres administrations de l'État. Et pour le faire, il faut un commandement fort. Je pense que le DG de la PNH n'a pas pris la mesure du message et que la population attend de lui. La population attend que ce soit un message extrêmement fort. Est-ce que on devrait demander au DG, est-ce que vous allez garder les policiers pourris ou bien est-ce que vous êtes en train de faire les investigations pour les enlever du corps? Est-ce que vous allez finalement faire ce corps spécialisé, cette unité spécialisée avec les policiers sains et que vous allez faire donner un commandement unifié avec les gens de l'armée qui ont été formés pour ça et pour pouvoir éradiquer le banditisme? Ou est-ce que vous allez continuer à faire des petites opérations de police et confier à certains commissariats et des opérations, etc. Non, il faut un corps spécialisé pour détruire une plaie. Maintenant, il faut rassembler des policiers qui peuvent, rassembler des militaires qui peuvent, les mettre ensemble, faire une unité unifiée avec un commandement unifié et résoudre le problème.
Pour finir, Ashley Larac, il y a le vice-président du Salvador qui est intervenu et qui a fait une annonce de l'implantation d'un bureau de son pays pour venir aider le gouvernement à éradiquer le grand banditisme. On sait que le Salvador a une expérience presque réussie en ce sens pour avoir démantelé des dizaines de milliers de bandits dans ce pays-là. Comment est-ce que vous recevez cette annonce? On parle d'annonce tout simplement, Ashley Larac. Bon, c'est déjà une bonne chose, et d'un côté, mais il faut que des spécialistes se penchent sur la question pour savoir quelle est l'opportunité d'avoir le Salvador avec nous. C'est évident que la police salvadorienne et l'armée salvadorienne a une expérience de terrain pour l'élimination des gangs dont on a besoin. Donc c'est du positif. Mais aucun pays de l'Amérique latine ne nous aurait offert quelque chose s'il n'y avait pas un intérêt derrière. Je ne le connais pas. Je suis certain d'une seule chose. Ce n'est pas donner sans recevoir. D'avoir rien de l'un entre pays. Mm-hmm. Donc, quand le Salvador veut déposer quelque chose ici, est-ce qu'il veut se racheter vis-à-vis des institutions des droits de l'homme qui sont en train de critiquer là maintenant? Est-ce qu'il veut élargir son assiette économique en se frayant un passage dans la Caraïbe, parce qu'il a déjà une réussite politique, il doit avoir une réussite économique? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Je n'ai pas les données pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir opiner dessus. Mm-hmm. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière. Mais de toute manière, c'est du positif qu'il nous envoie des experts, s'il peut nous envoyer des experts qui ont une expérience récente de terrain chez lui. Parce que les Salvadoriens, je suis sûr que les gangs salvadoriennes sont beaucoup plus actifs et beaucoup plus puissants que les gangs que nous avons en Haïti. On ne parlera pas de mission militaire aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, Ashley Larac, mais on sait aussi que Mme Hélène Lalima a annoncé ou déclaré tout simplement que la police haïtienne n'est pas en mesure d'éradiquer le grand banditisme dans le pays. Merci beaucoup, Ashley Larac, de votre disponibilité pour participer avec nous à cette émission comme invité donc, au journal Metro News d'aujourd'hui. Merci encore une fois de votre disponibilité. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, Madame, Monsieur Ashley Larac, invité du journal, et il commentait avec vous, avec nous, donc l'actualité sociopolitique, mais aussi et surtout socio-sécuritaire. Voilà qui met fin à l'édition de Metro News d'aujourd'hui. Bon week-end à tous et à toutes.